Jamais, depuis qu'on s'est connus, trop de proches sont partis pour ailleurs. Jamais, depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis, même si c'est pas facile. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans cette tranche politique. Oui, nous allons parler politique ce matin. Notre invité vient tout droit du Cameroun. C'est quelqu'un à qui la jeunesse camerounaise vaut un très grand respect. Il suffit de se rendre sur les réseaux sociaux pour s'en rendre compte. C'est quelqu'un qui est à la tête d'un mouvement dont nous allons parler aujourd'hui. Lui, c'est Cabral Libi. Bonjour, monsieur Cabral Libi. Bonjour à vous, monsieur Morfo. Comment allez-vous? Bien, bonjour à vos téléspectateurs. Ou cyber-téléspectateurs, en fait. On va dire ça. Je sais pas quel est le terme consacré maintenant. C'est tout simplement téléspectateurs parce que sur Internet, JMTV+ est regardé. Au Gabon, sur la télévision Nazareth, JMTV+ est regardé. Donc, on va dire téléspectateurs. Voilà, tout ça, globalement. Et vous-même, comment vous allez? Un peu fatigué, ça s'entend à ma voix, mais c'est le travail. Avant vous, j'ai reçu des militaires français qui sont venus expliquer le malaise qui sévit en ce moment au sein de l'armée française en France. Mais bon, nous allons rester sur vous car l'actualité dans votre pays est très brûlante, n'est-ce pas? Si vous le dites, vous êtes bien informé. Pas plus que vous. Alors, Cabral Libi, on va dire, on ment pas aux téléspectateurs sur JMTV+. Nous ne nous connaissons pas. On s'était jamais rencontrés avant cette émission aussi. Alors, non, on s'est parlé au téléphone. On s'est parlé au téléphone. On s'était jamais rencontrés. Bien sûr. Bon, voilà, les mots signifient bien quelque chose. Qui êtes-vous? Je suis un Camerounais de 37 ans. 37 ans. 37 ans. Je suis aujourd'hui coordonnateur national et même international, puisque là, si je suis en Europe, c'est pour mettre en place un certain nombre de sections dans différents pays d'Europe. Section 2 du mouvement 11 millions de citoyens. C'est ce mouvement que je coordonne. Mais avant de lancer le mouvement, j'étais déjà, je l'imagine, assez connu au Cameroun, parce que j'étais très présent dans les médias, souvent à l'invitation de ces médias-là, comme chroniqueur, comme débatteur. Voilà, ça a pu au fil de beaucoup d'années me distinguer. Mais j'entre dans le champ politique il y a 13 ans. 13 ans seulement? Le champ politique ou le champ public. Il y a 13 ans seulement, en fait. En même temps, si vous enlevez 13 dans 37... ça fait 24 ans. C'est à 24 ans, effectivement. À l'époque, j'étais encore jeune étudiant. Encore qu'à 24 ans, on n'est plus vraiment jeune étudiant. Et j'étais déjà, en ce moment-là, délégué d'étudiants, et fort de cela, avec d'autres camarades d'autres universités, nous avons créé à cette date-là... L'ADEC. Non. L'ADEC le Forum National des Jeunes. Non, l'ADEC a créé la même année d'ailleurs, en 2004, mais va défrayer la chronique un an plus tard, en 2005. D'accord. En 2004... Ouais, je ne suis plus camerounais, mais je m'informe de ce que vous faites. Ben ouais. Mais de toute façon, si vous parlez d'ADEC, c'est normal, en fait. C'est un mouvement qui a fait parler de lui assez sérieusement à cette date-là. Donc, un an plus tôt, je vous disais, j'étais porte-parole du Forum National des Jeunes, une association de jeunes qui déjà à l'époque, puisque 2004 c'était une année électorale, avait publié un appel de 1000 étudiants et d'ailleurs plus de 5000 étudiants appelant à la non-réélection de Paul Biya. Donc j'en étais le porte-parole, donc je devais répondre de cela dans les médias. C'est à cette date que beaucoup de gens en fait me découvrent. Et puis depuis cette date, j'ai fait l'effort de rester constant dans mes prises de position qui se résument en fort peu de choses. J'ai toujours pensé qu'il était temps, depuis 13 ans, que l'actuel régime qui était là déjà il y a 13 ans passe la main. Qui est arrivé, vous aviez 2 ans. 2 ans, le président Biya. Le pauvre, il n'a connu qu'un seul régime. Oui. On le plaint. Ouais. Il est là depuis. Mais ce n'est pas tant sa durée qui me pose problème. Vous savez, on peut rester 100 ans si on veut, si on donne satisfaction aux personnes qu'on gouverne. Le problème avec le président Biya, c'est que 20 ans, 35 ou 1 ou 2 ou 3, ça ne change pas grand-chose. C'est que les résultats ne militent pas en sa faveur. Et en démocratie, lorsqu'on ne peut plus apporter satisfaction, il appartient au peuple de prendre une décision. Donc moi, j'estime qu'étant en démocratie, il faut s'adresser au peuple, ce que j'ai toujours fait. Jusqu'ici, ça n'a pas marché, puisque le peuple, à chaque élection,
le choisit à nouveau. Donc je fais peut-être partie de la frange minoritaire qui pense qu'il doit partir, mais je maintiens mon combat. Votre discours est bien huilé, hein, on dirait que vous faites de la communication. Chers confrères, je vais vous poser des questions, donc je vais couper votre communication. Vous quand vous voulez. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez évoqué la démocratie. Pour vous, le Cameroun est donc un pays démocratique? Il est réputé démocratique. Réputé démocratique, mais est-il démocratique? On ne peut même pas dire, la démocratie n'est pas une fin, c'est un processus. Même ici, en France, lorsqu'on écoute les hommes politiques français, il y en a qui pensent qu'il faut améliorer la démocratie. Nous allons rester au Cameroun. Oui, mais justement, le Cameroun est un État réputé démocratique, c'est-à-dire qu'il y a des prémices d'une démocratie. Ah, il y a des prémices. Oui, mais on ne peut pas parler aujourd'hui d'une démocratie en achèvement. Elle est en construction. Il y a des efforts qui ont été faits, des améliorations qui ont été apportées. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il faut saluer ceux qui ont lutté pour les améliorations sur lesquelles nous autres, nous pouvons nous fonder. Et ceux-là, vous venez quelques noms? Mais oui, d'abord, il faut saluer ceux qui se sont battus pour les indépendances. Ça part de là. Vous le connaissez. Non, vous n'aviez pas changé vos nationalités avant, à cette date-là. Si vous étiez né d'ailleurs, voilà, il faut vérifier. Parce que vous avez beau parler, vous êtes relativement jeune. Oui, Félix Moumier, Oumi Aubert, et toutes ces personnes-là, et puis, et puis ceux de 90, qu'il faut saluer effectivement, parce que c'est cyclique. Albert Moukon, Henriette Ekwe, Yondo Black Mandenge, et Kanye Anissé. J'espère qu'elle va bien, Henriette Ekwe. Elle va pas très bien, mais mieux qu'avant. Mieux que les précédentes semaines. Je transmets nos salutations. Et ma génération doit toujours rendre hommage à ceux-là qui se sont battus. C'est pour ça que même si on regrette que ce pourquoi ceux-là se sont battus ne soit pas encore arrivés, nous avons le devoir effectivement de nous constituer en continuateurs, en saluant leur œuvre. Et autre raison pour laquelle j'insiste, c'est qu'on a dévoyé la restitution de cette histoire. Au lieu de rendre hommage à ceux qui se sont battus, même pour ces légères améliorations, souvent on rend hommage à ceux qui ont combattu ces améliorations. Vous savez, quand on vous dit... Vous êtes donc d'accord avec le discours d'Essama, l'activiste? Mais absolument, absolument. Je suis absolument d'accord avec lui parce que lorsqu'on vous dit, j'ai rien contre lui, encore que je pourrais, le président Biya est père de la démocratie, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a milité dans le régime de parti unique. Ceux qui ont lu pour le libéralisme communautaire, au chapitre 4, là où il parle d'une société politique nouvelle, il fait l'apologie du parti unique. Et il n'a jamais fait d'effort pour en sortir. Il a fallu que d'autres combattent. C'est au prix du sang, au prix d'énormes sacrifices, qu'il a finalement consenti à y entrer, d'ailleurs en dévoyant. On a le résultat. Vous savez, avec le président Biya, tout ce qu'il vous accorde lorsque vous exercez sur lui, la moindre pression est toujours viciée. Il faut faire très attention. J'ai fait une étude là-dessus. Mais écoutez... Et le résultat, il est connu aujourd'hui. Dites-moi, 11 millions, le mouvement 11 millions, c'est quoi son but? Il est clair, mobiliser les citoyens camerounais pour qu'ils s'approprient leur destin et qu'ils investissent le champ politique dans la perspective de l'année électorale à 4 scrutins pour 2018 et qu'ils décident de qui doit les gouverner dans leur circonscription municipale, à l'Assemblée nationale, au Sénat et à la présidence de la République. En un mot, vous voulez que les Camerounais se mobilisent et s'inscrivent sur des listes électorales, c'est bien cela? Ça, c'est une chose. C'est une base. Il faut le dire terre à terre pour qu'un vocada, un Nubel, qu'on vous comprenne. Hein? Ça, c'est sûr. Parce que le gros français, là, ils m'ont dit qu'ils n'aiment pas ça. Ils m'ont écrit beaucoup de téléspectateurs. Voilà. Rassurez-vous, je suis connu comme quelqu'un qui dit les choses simplement. D'accord. Et en Vogby, nous y avons travaillé, il y en a qui avaient déjà capté. Puisque il y a une section 11 millions d'inscrits ou 11 millions de citoyens là-bas. Donc, nous avons commencé par le mouvement 11 millions d'inscrits parce qu'effectivement, il fallait mobiliser les Camerounais pour qu'ils s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Mais il ne suffit pas seulement d'être inscrit, c'est pour ça que le mouvement a muté en mouvement 11 millions de citoyens. Il faut s'inscrire, c'est une chose. Il faut voter, c'est autre chose. Il faut défendre son vote, c'est très important. Et puis, il faut exercer le contrôle citoyen de l'action publique. Il faut arrêter de faire des choses, vous allez voter, et puis vous disparaissez de la circulation. Et ce que vous avez élu disparaissent également de la circulation. Vous vous retrouvez en bout de mandat pour rebelote. On reviendra sur le vote. Cavalier, est-ce que votre mouvement tend à devenir un parti politique? Le mouvement n'a pas vocation à être... C'est pas un parti politique,
Mais il va forcément à un moment se fondre dans un parti politique. Dans un parti politique. Bien sûr. Lequel, quand je dis qu'il va se fondre, c'est pas qu'il va disparaître. Non, il va se fondre dans un parti politique. On comprend bien. C'est pour ça que l'eau se fond dans l'huile ou l'huile se fond dans de l'eau et ça donne une sauce. Bon, attention, il y a la fusion matérielle et la fusion immatérielle. C'est pas moi qui ai fait la physique. Donc, quand je dis qu'il va se fondre, il ne s'agit pas de fusion matérielle, il s'agit de fusion d'objectifs. Parce que l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est le renouvellement de la classe politique. Et le mouvement 11 millions de citoyens ira à toutes les élections. Et vous savez très bien que pour aller aux élections, il faut être investi par un parti politique. Pour les législatives et les municipales, vous n'avez pas le choix, c'est un parti politique. Pour la présidentielle encore, vous pouvez essayer la candidature indépendante. Vous, est-ce que vous serez candidat aux élections présidentielles en 2018 au Cameroun? Je l'espère, mais pour en avoir le cœur net, il va falloir attendre que le processus que nous sommes en train de mettre en place... Vous ne le savez donc pas encore? Mais je vais vous dire pourquoi. C'est ce que j'essaie de faire. Je vous dis que nous avons mis en place un processus. Nous souhaitons organiser des primaires. Quand je dis nous, le mouvement... Des primaires. Au sein de 11 millions? Non, pas seulement. Dans le cadre d'une plateforme à laquelle le mouvement 11 millions appartient. Nous sommes en train de travailler déjà avec un autre parti politique, le parti Univers, du professeur Nkoumvondon, et d'autres partis politiques avec lesquels nous sommes en discussion pour construire... Vous savez, il y a 301 partis politiques au Cameroun. Tous ne peuvent pas aller aux élections. Ah ben oui, je vous donne le chiffre. Il doit en avoir dans des chambres, là, je crois. Oui, on est en train de les sortir des chambres, on leur dit, mettons-nous ensemble, et puis cherchons la légitimité populaire, c'est-à-dire la légitimité de ceux qui nous supportent, de ceux qui adhèrent à notre dynamique, recherchons-la, recevons-la, et allons en concurrence avec les autres. Donc, moi, j'ai bien l'intention, je le dis donc très clairement, je serai candidat à ces primaires et je me battrai pour les remporter. Et si je les remporte donc, je serai candidat à l'élection présidentielle. Et si je ne les remporte pas, je m'alignerai derrière celui qui aura eu la faveur du soutien de ceux qui nous soutiennent. Kaba-Lévi, sérieusement, pensez-vous avoir des épaules assez solides pour présider aux destinées d'un tel pays, le Cameroun, assez compliqué sur le plan multiculturel, géopolitique et tout? Pensez-vous avoir des épaules solides pour présider un tel pays? Alors, cette question m'arrache toujours un petit sourire. Vous savez, quand les Camerounais parlent de leur pays, c'est bien. Il y a de la fierté. Un peu trop parfois. Ils considèrent que leur pays est un très grand pays. C'est peut-être même le pays le plus puissant. C'est tout à fait normal. C'est de la fierté. Mais c'est un dans 53 en Afrique. Et c'est pas forcément le plus puissant. Et il y a plus jeunes que moi qui ont dirigé des pays, si c'est à la jeunesse qu'on se réfère ou à l'expérience ou que sais-je encore, qui ont dirigé des pays plus grands. Vous voyez qui par exemple? Joseph Kabila est arrivé à la tête du Congo. Je peux vous le dire, il n'est pas légitime ce monsieur. Donc si vous le citez en exemple, cela inquiète. Dans ce cas, il fallait refaire la question. Il fallait me demander si j'ai la légitimité. Vous avez parlé des épaules. Avez-vous des épaules assez solides? Est-ce que vous vous sentez vraiment capable de diriger un pays comme le Cameroun? Si vous m'aviez laissé continuer, vous auriez déjà la réponse. Ok, vous disqualifiez l'exemple du Congo, je vous le concède volontiers. C'est sûr et certain, c'est pas un exemple le Congo. Non, bon, sur le champ démocratique, effectivement. Il n'a jamais été élu, M. Joseph Kabila. Hein? On lui a donné un cadeau et c'est terminé. Ok, vous m'informez. C'est pas un exemple. Je ne suis pas très au fait de ce qui se passe à RD Congo. Genre, je considère que ce que vous me dites est vrai parce que j'ai souvent entendu parler d'élections là-bas, mais bon. Revenons à nos moutons. Oui, les moutons camerounais. Des épaules solides. Alors, je vous disais que ça m'arrachait un sourire parce que moi, depuis tout jeune, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait des études de droit international, je me donne des épaules pour être un jour secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. C'est mon objectif ultime. J'ai bien l'intention un jour, si Dieu me donne vie. Commençons par le Cameroun déjà. Ah ben, je suis donc en train de vous dire que si quelqu'un qui, depuis son enfance, veut porter le monde, vous pensez que c'est porter un pays qui lui pose problème a priori? Non. Donc je réponds donc clairement à votre question. J'ai non seulement des épaules pour pouvoir diriger le Cameroun, j'en ai suffisamment pour pouvoir diriger l'Afrique et puis finalement le monde, si Dieu m'en donne, m'en fait grâce. Et figurez-vous que ces épaules-là, on ne les mesure pas au mètre du tailleur. Bien sûr que non. On les mesure à ça serait trop facile. Voilà, et peut-être en ce moment-là, je serais disqualifié. J'ai plutôt une silhouette assez éthique, avec 100 H. Mais je pense que ces épaules, on les mesure à la force de la conviction, aux idées,
par leur caractère novateur, au courage et surtout à la taille des personnes qui adhèrent à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait. Et je me réjouis aujourd'hui qu'il y ait de nombreux Camerounais, vous-même vous avez cité d'entame, ce que vous observez dans les réseaux sociaux, la frange jeune qui est majoritaire au Cameroun, il faut le préciser encore, si on s'en tient aux chiffres de recensement fait en 2005, publié en 2010, 65% de la population camerounaise, c'est moins de 45 ans. Des recensements dans un pays qui a du mal avec la technologie, bon, je ne sais pas comment ça se fait, mais bon. Je suis d'accord avec vous, c'est des chiffres qu'il faut prendre effectivement, parce que, avec beaucoup de recul, parce que beaucoup estiment que ces chiffres sont minorés. Et s'ils le sont, ça veut dire que la frange jeunesse représente encore plus. Donc, mais il n'y a pas que les jeunes. Plus ou moins. Vous voyez, je me réjouis de ce que les jeunes me suivent et qu'il y ait des parents, des aînés, des gens plus expérimentés, autres également, qui nous encadrent, qui nous conseillent, qui nous accompagnent. Donc, oui, monsieur Moafo, je me sens prêt aujourd'hui pour affronter le défi de tenir une promesse, parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'ai lu quelque part, vous disiez que les jeunes vous plébiscitaient, hein, vous encourageaient, vous demandaient de vous présenter aux élections présidentielles. En dehors des réseaux sociaux, sous quelle autre forme ces jeunes-là sont manifestés? Y a-t-il eu un manifeste, une marche organisée au Cameroun pour demander à Cabral Libye de se présenter aux présidentielles? Non, il n'y a pas eu de marche, parce que pour organiser une marche, il faut des autorisations. Voilà, et tous ceux qui les ont sollicités n'ont pas obtenu d'autorisation. Ça a été le cas. Votre pays, décidément, n'est pas un pays démocratique, alors. Ça a été, je vous l'ai dit, on est en construction. Sur la loi, on dit qu'on peut marcher, mais dans la réalité, on ne marche que quand le préfet veut qu'on marche. Alors, comment ça s'est... Y a-t-il eu un manifeste? Comment est-ce que les jeunes vous ont plébiscité ou vous ont demandé de vous présenter au présidentiel? Ça s'est manifesté comment? Ça s'est manifesté par ce que vous-même vous avez dit, d'abord les réseaux sociaux. C'est le canal par excellence qui ne souffre pas de censure. Mais si on s'en tenait là, vous serez déjà président du Cameroun, les réseaux sociaux. Vous êtes président de la République du Cameroun sur les réseaux sociaux. Et c'est déjà une chose. Il y en a qui n'ont même pas ça. Et je crains même que je sois le seul à avoir déjà au moins gagné l'élection des réseaux sociaux. Parce qu'il me semble que beaucoup d'autres hommes politiques y sont. Et se battent comme ils peuvent. Et vous êtes un enfant Android. Vous aussi. Oui, vous faites bien de le dire parce qu'effectivement, au moment où nous lançons le mouvement, on a lancé également un groupe Facebook. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement le deuxième groupe Facebook avec un peu plus de 130 000 membres en 4 mois seulement. Et nous talonnons le premier groupe qui est à 140 000, qui est là depuis 7 ans. Voilà. Donc, nous disons merci à nos électeurs des réseaux sociaux qui nous ont déjà élus. Mais ça ne s'est pas arrêté aux réseaux sociaux. Dans ce studio-là, où je me trouve, là maintenant, je suis accompagné de personnes que vous et moi nous voyons et que ceux qui nous regardent ne voient pas. Et ces personnes-là ne sont pas dans les réseaux sociaux, elles sont palpables. Vous les voyez. Et c'est des personnes qui ont organisé le mouvement ici en France. Pour ceux qui ont justement suivi les réseaux sociaux, puisque nous retransmettons en direct nos réunions dans les réseaux sociaux. Vous avez vu la réunion de Paris avec une centaine de personnes. La salle s'est rendue très vite petite. La salle qui a été sollicitée, c'était des personnes physiques là. C'est vrai, on les voyait dans les réseaux sociaux, mais ils étaient bien quelque part, ils existaient. Vous avez vu les images de Genève, de Lausanne, de Milan, de Rome, de Bruxelles. Jean-Pierre Bonnet m'a envoyé. Merci beaucoup à toi, cher Jean-Pierre. Jean-Pierre. Il existe, n'est-ce pas? Il existe, oui. C'est pas un robot des réseaux sociaux. Mais voilà. Mais avant tout cela, attendez, au Cameroun, puisque vous avez parlé du Cameroun, donc vous avez suivi, je sais que vous êtes très attentif, vous avez suivi les mouvements qui se sont passés autour des points d'inscription, parce que c'était le seul espace où on pouvait se retrouver publiquement. D'ailleurs, comme vous suivez bien, vous savez qu'à Yaoundé, au quartier Kradak, bien que les jeunes soient venus s'inscrire, au quartier des étudiants. La police a quand même trouvé le moyen de venir les disperser. Alors qu'ils étaient... Ben oui, mais ça a défrayé la chronique au Cameroun. Décidément, il n'y a pas de démocratie dans votre pays. Je vous l'ai dit, elle est en construction. Mais elle est un peu trop en construction. Ça fait combien d'années qu'on l'a construit là? À peine 50 ans. D'ailleurs, même pas. Ça a commencé dans les années, disons en 90, disons 90, 92, quand enfin il accepte le multipartisme. Soyons sérieux, Cabral Libye. Non, tout ce que je venais de vous dire est très sérieux, monsieur Moafo. D'accord. Est-ce que... Faites attention.
Vous ne direz pas que cette mobilisation dont je vous parle n'est pas sérieuse. Je vous parle de Camerounais qui travaillent sur le terrain. Vous n'oserez pas me dire qu'il suffit d'un coup de tête pour que je n'occupe plus ce fauteuil. Soyons sérieux. Bon, d'accord. Pas du tout. C'est pas ce type de président que je veux être. D'ailleurs, je veux être un président qui encourage des initiatives comme les vôtres. Surtout, on parle de numérique. Et vous savez, moi, parfois, ça me désole un peu. Surtout vous qui vivez ici, mais je sais que vous le dites pour rire. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont un vivier et d'emploi et de capitaux. Vous savez, aujourd'hui, ils sont nombreux qui gagnent leur vie par les réseaux sociaux. C'est la révolution du numérique. C'est la révolution du numérique. Donc moi, je suis étonné quand parfois on parle des réseaux sociaux avec dédain. C'est la preuve de ce que il y a un arriérisme qui est encore grave. Mais Cabral Libye, est-ce qu'il suffit d'être populaire sur les réseaux sociaux pour prétendre à la magistrature suprême d'un pays? Évidemment non. On peut même être populaire dans la rue et être lamentablement battu aux élections. Avant les réseaux sociaux, plein de personnes populaires ont perdu des élections pour des raisons légitimes ou illégitimes. Le monsieur John Frundi, le président du SDF, était hyper populaire en 92. Mais légalement, il a perdu les élections. D'autres disent qu'il les a gagnées. Vous voyez que là, il n'a pas perdu les élections parce qu'il était impopulaire, mais parce qu'à un moment, le verrouillage institutionnel a déclaré qu'il a perdu des élections. Donc vous pouvez très bien être populaire dans les réseaux sociaux, populaire même dans la rue, et perdre les élections, non pas tant parce que les gens ne vous ont pas voté, mais parce qu'un groupuscule a décidé que vous perdez. C'est pour ça, effectivement, que nous avons transformé le mouvement en 11 millions de citoyens pour dire aux gens, vous pouvez très bien choisir un candidat. Ça pourrait ne pas être Cabral Libye. À l'issue de nos primaires, je vous l'ai dit, encore que ça pourrait s'élargir. Peut-être même qu'on pourrait arriver à une candidature unique de l'opposition. Moi, je travaille ardemment. Et je suis prêt, si le peuple en décide ainsi, de m'aligner derrière le candidat qui est choisi. Mais il ne suffira pas d'avoir même un candidat unique. Parce que même dans cette hypothèse-là, si vous n'êtes pas vigilant dans l'appareillage, le fonctionnement de l'appareillage électoral, tout le monde votera pour vous, mais on dira que vous avez perdu. C'est pour ça que nous disons aux Camerounais, votez oui. Inscrivez-vous oui, votez oui. Mais le jour de l'élection, surveillez votre vote. C'est à cela que nous travaillons. Heureusement, nous avons essayé d'élaborer une stratégie à ce propos. Espérons que nous arriverons à la mettre sur pied. Vous parlez là des primaires, quelque chose d'importé. Le jeunisme semble être quelque chose d'importé aussi chez vous. Que répondez-vous à ceux qui vous taxent de surfer sur l'effet Macron? D'abord, je ne sais pas pourquoi l'importation pose un problème. Même la France importe des choses. Quand je circule là dans la rue, je vois des véhicules de marque étrangère. On va rester au Cameroun. La France peut se passer des véhicules de marque étrangère, mais pas le Cameroun. Donc, restons. Pourquoi on a toujours référence au pays colonisateur? Restons au Cameroun. Que répondez-vous à ceux qui vous taxent de surfer sur l'effet Macron? Le jeunisme, les primaires, bon, tout ça. Que répondez-vous à cela? Je croyais bien faire en prenant exemple sur votre pays. Non, bon, j'ai mal fait. Mon pays, il faut le laisser. Là. Ok. Parlons du Cameroun. Pas de souci, monsieur Moifo. Alors au Cameroun, on importe beaucoup de choses. Tout presque. On importe des téléviseurs, et c'est bien. On importe des véhicules, on n'en fabrique pas. D'accord. Mais écoutez, n'importez donc pas de téléviseur, on verra comment vous allez regarder la télé. N'importez pas de voiture, n'importez plus de moto, n'importez plus de vélo, on verra comment vous allez rallier Douala à Yaoundé. N'importez plus les entreprises étrangères qui viennent vous construire des routes, on verra comment vous allez faire. Parce que vous ne voulez pas faire confiance. Cabral Libye, il y a 25 ans, j'étais au Cameroun et l'axe qui part de Eldorado pour Kondongo avait été construit par le génie militaire camerounais. Il n'y avait pas de blanc là-dedans. Ça veut dire qu'il y a au Cameroun des gens qui ont du potentiel pour travailler. Voilà, donc je vais refermer là les importations. Croyez-moi, au Cameroun, il y a des gens qui peuvent fabriquer des ordinateurs, construire des routes, j'en ai vu. J'ai même des photos. Donc restons sur l'effet Macron. Que répondez-vous à ceux qui vous taxent de surfer sur l'effet Macron? Parfois, en vous écoutant, je me demande si vous êtes vraiment français. Parce que là, vous parlez avec du cœur quand vous parlez du Cameroun. Mais si vous osez douter de ma nationalité, je vous demanderai de me rendre un passeport camerounais. Je doute fort que vous en soyez capable. Donc restons sur l'effet Macron. C'est vous qui, chaque fois, vous dites votre pays. Comme si oui, c'est votre pays. Ok, il n'y a pas de souci, en fait, on ne va pas s'arrêter là. Je ne pourrais pas être président au Cameroun, mais vous, oui. Si, je pense que vous pourriez, si vous le souhaitiez. Mais ce qui me faisait, vous savez, je savais déjà que vous êtes quelqu'un d'intelligent avant d'arriver ici, vous le confirmez. Depuis le temps qu'on me le dit, si c'était vrai. Vous êtes tellement intelligent que quand je parle de télé, de voiture
et de routes, vous vous arrêtez seulement aux routes, comme si je n'avais cité que l'importation des routes. J'ai pris un exemple, car c'est pas notre propos. S'il y a 25 ans, le génie civil, je vous le concède, à construire des routes, à quand date la dernière fabrication d'un écran téléviseur à Yaoundé? Il vous serait difficile de trouver. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut importer des choses, il n'y a pas de mal à les importer. On peut importer des objets, on peut importer des idées. Donc il n'y a pas de honte, lorsqu'une chose se fait de bien dans un autre pays, de se l'approprier. Et je trouve encore regrettable, c'est un arriérisme, c'est du pick and choose. Quand on veut vous disqualifier, on dit que vous faites ce qu'on fait en France. Non, on fait en France des choses qui sont bien et dont on peut s'approprier. Et puisque vous parlez de jeunisme, je ne vois pas où est le jeunisme là-dedans. Monsieur Macron, puisque c'est cet exemple qui vous pose problème, n'est pas le seul élu jeune. J'aurais pu prendre Obama. Il est arrivé très jeune, juste quelques années de plus que Macron. Non, ce que nous notons au Cameroun, c'est que, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que la jeunesse camerounaise est en train de se réveiller. Il y a une flamme qui reprend vie. Les jeunes regagnent progressivement le champ politique. Non pas tant parce que c'est Macron qui est élu en France, non. Parce qu'il y a un Camerounais qui est de leur génération, tant mieux, et qui pour les parents est comme leur fils, tant mieux, et qui est crédible, dont la parole provoque un mouvement populaire. C'est ça le problème. Bon, si on estime que ce mécanisme-là est importé, tant mieux. Peut-être parce que d'autres ont essayé avant moi de parler aux jeunes et ne les ont pas suivis, ça pose problème, mais je ne sais pas. Je vous sais honnête. Je n'oserais pas mettre votre honnêteté en doute. Mais observons, les similitudes sont nombreuses. Emmanuel Macron a créé un mouvement, Cabral Libye a créé un mouvement. Emmanuel Macron a 39 ans, Cabral Libye n'est pas très loin de 39 ans. Emmanuel Macron a fait le tour de la France et de l'Europe et des États-Unis pour faire connaître son mouvement. Cabral Libye fait le tour de l'Europe, du Cameroun, des États-Unis pour faire connaître son mouvement. Emmanuel Macron a été candidat au présidentiel à la dernière minute. Cabral Libye pourrait être candidat au présidentiel à la dernière minute. Vous ne trouvez pas... C'est vrai qu'en vous écoutant, je note que vous avez raison. C'est vraiment beaucoup de similitudes. Alors, je n'y avais pas pensé sur le modèle Macron, oui ou non? Si j'y avais pensé avant, j'aurais peut-être copié. Je vous dis, je le découvre en vous écoutant. Moi, je n'ai pas veillé à tout. C'est possible. Ben, je vous le dis, et c'est effectivement possible. Parce que je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, ça fait 13 ans que je ferraille. Il y a 13 ans, ni vous ni moi ne connaissions Macron. En tout cas, moi, je ne le connaissais pas. Il y a 13 ans. Durant toutes ces années, le Cabral Libye dont on parle, ce n'est pas une génération spontanée. Je n'ai pas poussé comme un champion parce que j'ai lancé un mouvement. Si aujourd'hui, je lance un appel et que d'autres compatriotes se joignent à cet appel, c'est qu'ils ont quand même une idée de la personne. C'est qu'à leurs yeux, je suis peut-être quelqu'un de crédible. Et ça tient en mon parcours. Donc, je n'ai pas le même parcours que Macron. J'entends dire que lui, il a été dans des banques et autres, et autres, et autres. Il y a là déjà... Vous entendez dire, je vous le confirme, ça fait 12 ans que je connais Macron. Ah ben voilà, vous êtes plus avancé que moi. Vous savez, moi, je l'ai connu là à la faveur de l'élection présidentielle en France. Donc, je n'ai pas attendu de le connaître pour faire ce que je faisais. D'ailleurs, même si je l'avais connu, moi, je n'ai pas été à Rothschild. Donc, il n'y a pas de similitude. J'ai mon parcours. Vous n'entendez donc pas seulement dire qu'il a été banquier, vous savez qu'il a été à Rothschild, donc. Mais il me semble que c'est une banque, ça, Rothschild. C'est beaucoup de choses. Ben, je sais pas vous pourrez même boire un liquide qui vient de chez Rothschild. Je ne sais pas si lorsque j'ai dit Rothschild, je dois encore dire la banque. Ok, la banque de Rothschild. Ok, c'est puisque vous insistez. Donc, écoutez, on n'a pas copié sur Macron, mais même si ça avait été le cas, ce ne serait ni déshonorant, ni honteux. Je pense que la démarche qui est la sienne, qui a été la sienne, il ne l'a pas inventée. Il n'est pas le premier à créer un mouvement dans le monde. Il n'est pas le premier à faire le tour de son pays pour vendre ses idées. Il n'est pas le premier à aller partout dans le monde pour vendre ses idées. Écoutez, il me semble même que c'est une pratique qui est propre à beaucoup de leaders politiques en Europe et du moins en Occident. La question qui suit, je ne l'avais pas mentionnée ici, mais je vais vous la poser quand même, car votre discours me pousse à vous la poser. Connaissez-vous Thomas Sankara? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cet illustre personnage disparu il y a aujourd'hui combien d'années? 30 ans. 30 ans. Écoutez, c'est un modèle. Un modèle. De courage, de détermination. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ceux qui m'ont connu avant l'avènement de Macron en France me comparaient beaucoup. D'abord à celui dont je suis un peu l'homonyme, Amilcar Cabral, à Thomas Sankara notamment.
ces jeunes leaders. Il y en a même qui m'ont comparé à des leaders sud-américains par l'âge, justement. Qui, par exemple, Che Guevara? Oui. Ah bon? Qui, mais avant vous n'avez pas de béret, vous pouvez prendre un chapeau camerounais, il y en a dans votre... Mais vous me l'auriez reproché, vous auriez dit que j'ai copié. Donc, c'est même des gens qui, eux, ont commencé avant l'âge que j'ai. Bon, c'est vrai, j'ai commencé avant l'âge que j'ai aujourd'hui. Mais justement, dans la vingtaine, beaucoup m'ont comparé par le passé à Che Guevara. Je pense, lui, il avait commencé sa révolution à 27 ans, je crois. Moi, j'avais un peu commencé la mienne à 24 ans. Donc, effectivement, nous, en Afrique, nous avons beaucoup de modèles, nous avons beaucoup de repères qui sont propres à notre contexte et nous nous en inspirons tous les jours. J'ai parlé de Macron sur votre studio parce que vous m'avez posé la question. Pourquoi je vous parle de Thomas Sankara? Vous n'avez pas idée? Écoutez, je ne suis pas aussi intelligent que vous, mais dites les choses pour que vous compreniez. Arrêtez d'insulter votre intelligence ou la mienne. Non, mais si ceux pour qui vous faites l'émission aiment le français facile, nous ne sommes pas là pour jouer. Facilement vos idées. Nous ne sommes pas là pour jouer. Monsieur Cabral, c'est vous qui jouez à cache-cache. Si vous êtes admiratif de Thomas Sankara, lui prenez le consommé local. Vous, aujourd'hui, à vous entendre, c'est pas ce que vous prenez du tout. Ah bon? Vous dites que si vous avez copié en Occident, en France notamment, c'est une bonne chose. Je pensais que vous irez dans l'innovation, proposer autre chose à la jeunesse, car dans votre pays, lorsque j'y arrive, ils sont nombreux ces jeunes qui veulent bouter hors du Cameroun la France. Et lorsque je leur dis, venez prendre quelque chose à boire, tous commandent des bières qui sont des brasseries du Cameroun, et comme vous et moi nous le savons, ces bières portent l'estampille Cameroun, mais les dividendes remontent en France, chez quelqu'un. Alors, quand est-ce que vous allez vous mettre à prôner le consommé camerounais, le innovant camerounais, le tout camerounais? Quand est-ce que vous allez pondre des idées nouvelles, propres à vous, au lieu de regarder toujours en France? Quand? Alors, il y a une sorte de transfert de personnalité que je ne comprends pas. C'est vous qui posez des questions sur Macron, je réponds. Maintenant, c'est apparemment moi qui vous les posez. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, dire qu'on peut s'inspirer de ce qui se fait de bien ailleurs n'est pas antinomique à consommer local. Et si vous essayez de dire ici que parce que Sankara disait qu'il fallait consommer local, il était opposé à toute importation, ça veut dire que vous ne le connaissez pas. Thomas Sankara n'a jamais dit qu'il ne fallait pas importer ce qui se faisait de bien ailleurs. Bon, d'accord. Répondez tout simplement. Je suis en train de répondre à votre question en apportant les correctifs nécessaires. Nous ne sommes pas dans un combat d'idées, hein. Je vous pose des questions. Souvent, quand vous posez... oui, mais lorsque vous glissez des choses inexactes dans vos questions... Inexactes. Vous avez tout à l'heure dit qu'en Vokbi, là, ils veulent comprendre. J'ai dit Mvokada. N'essayez pas de dire... Vous prenez Vombi, mais j'ai dit Mvokada. Ah bon, c'est des quartiers voisins. Peut-être vous... Non, du tout. Pas du tout voisin. Ah bon? Vombi est très très loin de Mvokada. Je sens que vous ne connaissez pas bien Yaoundé. Bon, c'est pas grave. Alors je vais vous dire comment on passe à pied. Non, c'est pas... partir, mais je vais vous dire. Allez-y. Vous entrez par Vombi, vous remontez par Monteludo, vous arrivez au commissariat, vous arrivez à Siantou, vous redescendez, vous montez derrière l'immeuble de la mort et vous êtes à Vokada. J'ai déjà fait le trajet à pied et je vais vous dire pourquoi. Alors là, vous n'êtes pas natif. Vous n'êtes pas natif de Yaoundé. Il y a une école de musique. Il y a une école de musique tenue par Isaac Sapouma qui est à la descente. Non loin d'Acropole où j'ai fait des cours de musique. Mais derrière l'immeuble de Siantou. Vous avez trop contourné là. C'est pas grave. Allez, on va rester. Mais alors rectifier les adverbes hors du sens. Un parcours qu'on peut faire à pied, c'est pas très très loin. Maintenant, revenons à votre question. Oui. Mais je vous disais donc que si vous m'aviez bien suivi, et je regrette... La jeunesse qui vous soutient au Cameroun veut bouter hors du Cameroun la France, pourtant vous copiez en France des modèles. Paradoxal. Okay. Là, ma question... Nous n'avons peut-être pas eu en face de nous la même jeunesse. La jeunesse que nous avons est à la recherche de son identité. Elle veut rompre les liens tutélaires qui continuent à engluer le système gouvernant qui est en France. Et cette jeunesse se reconnaît en moi dans le discours que je lui tiens. Et c'est pour ça que je m'apprêtais à vous dire que si vous avez bien suivi mon discours, vous auriez suivi ce que j'ai dit de la commande publique, notamment. Et j'ai dit que si nous, on était aux affaires, nous sortirions, nous publierions une liste de choses, pour dire les choses simplement, que nous ne commanderions qu'aux locaux, les meubles, tout ce qui peut être produit, et que nous réduirions à la portion la plus congrue, la commande publique,
a des choses que nous ne pouvons pas produire. Ça, je l'ai dit. Une fois qu'on l'a dit, ce n'est pas seulement la France qu'on vise. Parce qu'il ne faut pas faire de fixation seulement sur la France. En matière d'importation, aujourd'hui, les importations de Chine sont aujourd'hui d'une proportion très importante sur des choses que nous produisons. D'ailleurs, on a atteint un niveau où même des choses basiques sont importés, tels que les biscuits, les beignets et tout ce que vous voulez. Donc effectivement, c'est une question sur laquelle nous allons travailler et le discours que nous tenons aux jeunes Camerounais et aux Camerounais dans leur ensemble, de tous les âges, ils se montrent plutôt convaincus sur cette question. En vous écoutant, on pourrait comprendre que le Cameroun arrêterait d'importer des pays étrangers des bouquins pour les étudiants et pour les élèves, car le Cameroun peut les produire, n'est-ce pas? Absolument. Mais là, il faut donc que le Cameroun ratifie la Convention de Florence, notamment son protocole additionnel. Parce que les intrants du livre, aujourd'hui, continuent à coûter cher. Très cher. C'est pour ça que l'édition piétine au Cameroun. C'est pour ça que des maisons d'édition, juridiquement au Cameroun, fabriquent les livres en Chine. C'est pour ça que le livre fabriqué en Suisse coûte moins cher au Cameroun que le livre fabriqué au Cameroun. C'est un combat qui est mené. Et là, il suffit juste de ratifier la Convention de Florence. Alors, l'actualité très très brûlante au Cameroun aujourd'hui, et depuis au moins un an, c'est la crise anglophone. Pour vous, y a-t-il des anglophones, des francophones au Cameroun, ou y a-t-il tout simplement des Camerounais? Oui, depuis le 4 mars 1916, il y a des francophones et des anglophones. Parce que c'est à cette date que le Cameroun, qui était avec à l'époque un butin de guerre, a été partagé suite à l'échec de l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale. Et du coup, notre pays qui n'était même pas germanophone, comme quand nous étions protectorat allemand, est devenu francophone, anglophone, du fait de la guerre des autres. Et du coup, placé sous tutelle. Hein? Placé sous mandat d'abord et puis sous tutelle. Et puis, ces deux cultures qui se sont installées au Cameroun, la culture francophone ou française, notamment avec le code de l'indigénat dans une partie, et la culture de l'indirect rule, qui sont en réalité deux cultures opposées. D'un côté, le pouvoir va du haut pour écraser le bas, et de l'autre, il va du bas pour que la décision se prenne en haut. Voilà. Oui, et du coup, ces deux cultures-là, depuis cette date, s'opposent en fait. Ont cohabité, certes en s'opposant. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que le destin commun est resté intact. Parce que dans les guerres de libération du Cameroun, ceux qu'on appelle anglophones, francophones, ont travaillé ensemble pour arriver à l'indépendance. J'aime rappeler que One Cameroun, qui a été créé par Ndé Toumaza, était la déclinaison anglophone de l'UPC et qui a accueilli les leaders de l'UPC lorsque l'UPC a été interdit du côté francophone. Ce seul élément atteste bien de ce que, pour un sujet commun qui était celui de la libération du Cameroun, on ne distinguait pas les clivages de langue ou de culture. Mais ça demeurait sur d'autres aspects qui sont des aspects sociaux, tels que l'éducation, tels que la justice. Même si politiquement il y avait des points de convergence, mais de toute façon, à cette époque-là, c'était vécu comme une richesse. En fait, ça cohabitait en tout pacifisme. Sauf que, en 61, lorsque l'indépendance est proclamée d'abord en 60, en fait en 59, parce que ça date du 16 octobre, la résolution des Nations Unies qui proclame l'indépendance, c'est proclamé en 60 et un an plus tard, le 11 février, on fait le plébiscite. Et on demande aux uns aux autres de se prononcer. Et même en ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ceux qui, avant le 4 mars 1916, vivaient ensemble, décident à nouveau de vivre ensemble, mais sous une formule juridique qui tienne compte des différences nées en 1916. On entre dans le fédéralisme. Et là encore, les deux parties cohabitent dans une relative cordialité qui ne pose de problème à personne. En 72, on décide de poser la greffe fusionnelle. Et c'est en ce moment que les problèmes commencent. On essaye donc de mettre deux cultures. Qu'est-ce qui pose problème? Est-ce qu'on va circonscrire le problème au niveau de la culture uniquement? Qu'est-ce qui pose fondamentalement problème entre les deux? Non, il y a l'élément culturel, mais il y a surtout l'élément politique. C'est-à-dire, et même finalement, si on veut, économique et social. Lorsque en 72, on pose ce que j'appelle la greffe fusionnelle, en réalité, il y a des problèmes de fond qu'il faut régler. Il faut vraiment travailler au vivre ensemble. Il faut vraiment travailler à la fusion, non pas seulement institutionnelle, juridique, mais à la fusion dans le vivre ensemble. Des habitudes. On ne l'a pas réellement fait. On est plutôt entré dans une sorte de fusion-domination.
où le côté qui était majoritaire, le côté francophone, s'est plutôt comporté en ce moment-là en dominant. Et la culture française. Côté, la culture française. Et les autres ont commencé à accumuler des frustrations, à se sentir dominés, à se sentir marginalisés, à se sentir discriminés, jusqu'à ce que ça éclate plus tard. Et puis n'oublions pas qu'en 61, il y avait un mouvement qui était sécessionniste, qui lui n'adhérait pas à la fusion, qui est certes resté marginal et qui n'a eu de cesse de surfer sur les frustrations qui s'accumulaient d'année en année, jusqu'à ce que ça s'exacerbe en 2016. Parce qu'en 2016, et là il faut ajouter un autre élément, c'est simplement la négligence, le mépris de l'ordre gouvernant. Et en ce moment-là, quand on parle d'ordre gouvernant, on ne parle plus seulement de francophone, parce que je rappelle que le Premier ministre, il est anglophone. Oh ben, vous savez très bien qu'Avril Lévy, je ne vais pas vous l'apprendre, même je vais me permettre de prendre l'exemple sur mon pays, la France. Le Premier ministre ne sert pas à grand-chose ici. Je suis de ceux qui militent qu'on efface ce poste qui nous bouffe de l'argent pour rien. Le Premier ministre au Cameroun, ça sert à quoi? Ok, mais sauf que... Je pense que le secrétaire général de votre président de la République est plus puissant que le Premier ministre dans votre pays. Vous avez raison, je vous le concède. En fait, le Premier ministre au Cameroun, je suis d'accord, c'est un primus inter pares. Je le dis souvent, un premier parmi ses pairs, il n'a pas de réel pouvoir. Chez vous en éliminant ce poste-là. Oui, peut-être pas en l'éliminant, mais en le dotant de réel pouvoir. Si on est chef de gouvernement, ça a du sens. Parce que dans la Constitution, c'est juste 3 articles, effectivement. On cherche la substance de cette institution, on ne la trouve pas. Effectivement, dans notre projet de société, nous pensons qu'effectivement, si on doit maintenir un Premier ministre, il faut qu'il ait de réel pouvoir. Et ça commence, vous le savez comme moi, à la nomination. Ça, c'est une chose. Mais il y a un élément que je voudrais quand même ajouter, c'est que quand vous observez l'exacerbation de cette crise, vous vous rendez bien compte que c'est certaines élites anglophones qui ont encouragé la répression. Non pas tant parce qu'ils sont devenus francophones entre-temps, à cause des calculs de pouvoir. Ils se retrouvent dans l'ordre gouvernant, ils tirent profit de leur position de pouvoir et encouragent la répression de ceux qu'on appellerait entre guillemets leurs frères. Parce qu'au fond, on est tous des frères. C'est pour ça que je dis le mépris, les calculs, le positionnement. C'est aussi banal que ça, mais c'est ça qui a exacerbé la crise. Lorsque vous pointez, vous dites que certains élites anglophones, vous avez certainement des preuves de ce que vous avancez? Non, il y en a qui prennent position publiquement. En fait, je vous parle des prises de parole publiques. Oui. Quand vous avez un ministre, il est ministre chargé de mission, Monsieur Atanganji, c'est lui qui coordonne également les questions de sécurité auprès du président.